Bienvenue sur Fleur d'Avocat, je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui mon invité est maître Jean-Benoît Lhomme. Jean-Benoît est avocat au barreau de Paris, mais il a commencé à exercer au barreau du Havre en 1987. Il a développé une expertise en matière d'hygiène, santé, sécurité au travail, droit social, relations sociales, ainsi qu'en droit pénal et en droit des affaires. Avec vraiment un secteur, une intervention dédiée principalement au monde industriel. Et c'est sa collaboratrice, maître Léa Rabot, que je remercie pour la recommandation. Merci aussi à Julie Rachel Rigaud 63 pour son avis sur Apple Podcasts, iTunes, qui me fait le plus grand plaisir. Comme on est aujourd'hui le 24 décembre, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et avant de lancer l'épisode, je vous préviens aussi du fait que le masque de Jean-Benoît frottait parfois avec le micro et c'est ce qui explique quelques petits bruits parasites à certains moments de l'interview. J'espère que vous nous pardonnerez ces histoires de prise de son. Voilà. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Jean-Benoît Lhomme. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Je vous en prie. Alors Jean-Benoît, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Malheureusement, ça remonte à un certain temps aujourd'hui, mais par incitation paternelle. Est-ce que ça vous a tenté quand même ? Au début, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, je voulais pas du tout. J'imaginais pas du tout faire ça puisque j'avais fait des études scientifiques et je souhaitais faire l'école navale. Mm-hmm. Donc, ce qui a absolument rien à voir. Pourquoi est-ce que vous souhaitiez faire l'école navale ? Qu'est-ce qui vous attirait ? La mer, simplement la mer, puisque depuis tout petit, je fais beaucoup de bateaux, énormément quand j'étais petit. Et donc j'étais attiré par ce cursus qui me permettait de voyager long cours. Et en fait, c'est basiquement une réflexion de mon père. Et à l'époque, on écoutait assez strictement ce que nous disaient nos parents, n'ayant pas réussi à entrer à l'école navale, mon père m'a dit fais du droit, au moins ça te donnera une culture générale. Et c'est comme ça que j'ai intégré la fac de droit plutôt que de poursuivre dans ma voie de prédilection de l'époque, dans la mesure où mon père ne souhaitait pas avoir un sous-officier dans la famille. L'école navale, c'est donc l'armée ? Oui. Oui. Et c'est un concours d'entrée ? C'est un concours d'entrée, donc on fait un bac scientifique, maths sup, maths spé, et le concours. Ok. Vous vous souvenez de ce qui avait pêché ? Les maths. Les maths ? Oui, okay. Ce qui était délicat, effectivement. Ouais. Vous êtes, du coup, le passage vers du droit, vous y êtes allé un peu à contre-cœur ou... Non, pas du tout, puisque je ne connaissais pas. Donc j'avais un esprit ouvert. J'avais rencontré, malgré tout, avant de m'inscrire, des avocats pour voir comment ils parlaient de leur profession. Donc ça rejoint un peu votre interview. Et il y en a, sur les 3 que j'ai vus, il y en a 2 qui m'ont donné l'envie de le faire. Qui étaient ces avocats ? C'était des amis de la famille ? Alors, il y avait... je les connaissais pas, donc je les avais jamais rencontrés. On va dire que c'était des relations de mon père, en fait. Ouais. Et dont un des avocats que j'ai rencontré, et qui était avocat au barreau du Havre, qui m'a dit assez directement je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, dans 4-5 ans je vais prendre ma retraite, si ça vous intéresse, si la profession vous intéresse, je vous donnerai mon cabinet. Quelle confiance alors que vous n'aviez même pas commencé vos études de droit. Je pense qu'à l'époque il y avait assez peu de gens qui souhaitaient devenir impétrants au sein du barreau du Havre, et c'est dans ce contexte-là effectivement que peut-être voyant arriver un potentiel repreneur, il a dit celui-là, il faut peut-être que je le motive, et il m'a bien motivé. Il a fait partie des personnes qui vous ont donné envie d'une certaine manière ? Oui, totalement, d'autant plus qu'il avait une activité qui était
à mon sens pour l'époque assez extraordinaire, puisqu'il était avocat barreau du Havre et avocat barreau de New York. Et il faisait beaucoup de droit maritime et travaillait beaucoup pour une industrie locale qui était les ateliers et chantiers du Havre, qui aujourd'hui n'existent plus. Mais c'est vrai que c'était une activité intéressante parce que tous les paquebots étaient à l'époque construits là. Et donc, il faisait la réception des navires, tout le SAV par rapport au contentieux qui pouvait exister avec des voyages au long cours. Et donc, ça rejoignait un petit peu mon envie première de voyager et d'avoir une partie d'activité maritime. Et donc, sur cette rencontre et sur ces rencontres que vous avez faites, vous vous engagez dans la fac de droit. Comment ça se passe ? Donc, je m'inscris à la fac de Caen. Ouais. Donc, je comprends que vous êtes originaire de Normandie. Voilà, originaire de Normandie. J'ai fait mes études à Caen. Je m'inscris à la fac de Caen. Et de façon systématique, chaque année, de la première année jusqu'à la maîtrise, parce qu'à l'époque on allait jusqu'à la maîtrise, ça s'appelait comme ça. Je rappelais cet avocat au barreau du Havre pour lui dire voilà, j'ai eu la première année, il me demandait de venir au Havre, il m'invitait à déjeuner pour me féliciter et on se revoyait un an après. C'est super chouette. C'était une belle rencontre. Oui. Ça vous faisait quoi cette relation ? J'ai toujours été admiratif de cet avocat parce que il était à la fois simple et tout à fait humain et il a eu une vie extraordinaire pour l'époque puisque c'est vrai que j'ai pas regardé donc je vais pas donner de nombre ni de statistiques, mais des avocats qui étaient inscrits à cette époque-là où les voyages transatlantiques se faisaient par bateau, au barreau de New York et au barreau du Havre, il n'y en avait pas, à mon avis, énormément en France. Et c'est vrai que c'était une personne qui sortait du lot. Et au fur et à mesure de vos études, vous faites ça dans cette perspective d'être avocat ? Je le fais, oui, vraiment dans cette perspective d'être avocat. À l'époque, on sortait de maîtrise... on avait une maîtrise qui s'appelait carrière judiciaire, je pense qu'elle existe encore, et on rentrait dans un tronc commun qui s'appelait l'Institut d'études judiciaires pour préparer soit le concours à l'École nationale de la magistrature, soit le CFPA, l'examen d'entrée au centre de formation des avocats, et on va dire 99% des membres de l'Institut d'études judiciaires, des étudiants, passaient les deux. Et moi, je me suis refusé et j'ai passé que l'examen d'entrée au centre de formation des avocats. Donc, j'avais vraiment cette optique qui était de dire, aujourd'hui, c'est ça que je veux faire. J'ai aussi un sens de la parole. Et donc, je m'étais engagé à aller jusqu'au bout vis-à-vis de cet avocat et je n'avais pas... Donc, vous le sentiez comme un engagement, cette relation ? Oui, bien sûr. À partir du moment où j'avais dit oui, je le considérais comme un engagement. Et vous avez dit oui dès le début ? Oui. Ah ouais, oui. C'est fou. Ouais. C'était une perspective. La façon dont il m'avait décrit sa profession, son cabinet, c'est une perspective qui, à l'époque, m'avait séduite, alors même que, il faut se replacer dans le contexte. J'ai terminé mon cycle de formation en 1986, prêté serment le 3 janvier 87. Et à l'époque, la ville du Havre, qu'on connaît bien aujourd'hui de par son maire, n'était pas du tout comme on peut la connaître. C'était une ville avec une activité essentiellement secondaire, il n'y avait pas de tertiaire, donc très ouvrière, avec, pour reprendre une image qui m'avait marqué à l'époque, il y avait le tournage d'un film qui était celui sur la vie du père Popielusco, qui est un père catholique qui avait été assassiné en Pologne. Et je crois que c'est à Gdansk, mais je suis pas sûr. J'étais passé en voiture non loin d'une partie du tournage qui se faisait devant l'église Saint-Joseph,
qui était censé représenter l'église de Gdansk, donc avec toute cette noirceur qu'on peut connaître à l'époque à cette ville polonaise. Et donc voilà, c'était une ville assez triste et tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu vas faire au Havre ? Qu'est-ce que tu vas faire au Havre ? Et en fait, j'avais un seul et unique objectif, c'était d'abord de tenir cet engagement, d'essayer de commencer par m'inscrire dans les pas de cet avocat et également je voulais ayant une formation un petit peu scientifique, même si elle n'a pas été couronnée de succès, vraiment me diriger vers ce qu'on appelait à l'époque l'avocat d'affaires, mais ce qui n'est pas vraiment le nom, mais l'avocat spécialisé dans tout ce qui est risque industriel. Et quand on est en Normandie, basse ou haute Normandie, ce qui attire l'attention, la seule zone sur laquelle on peut focaliser, c'est la zone industrielle du Havre. Et donc pour moi, c'était évident que c'était un point de chute qui correspondait à ma double attente, qui était celle d'avoir cet attrait maritime et cet attrait industriel. C'est pas très glamour le monde industriel. Qu'est-ce qui vous attire en fait ? Qu'est-ce qui vous attirait à l'époque dans ces activités ? En fait, on considère que c'est pas très glamour quand on le connaît pas bien. Je peux vous assurer que vous allez visiter une raffinerie en pleine nuit. C'est mieux que de regarder un film de science-fiction. C'est impressionnant. Ça part des temps modernes à temps X, quoi. C'est quelque chose vraiment d'impressionnant. Ensuite, l'industrie, c'est essentiellement des hommes. Et on crée des relations humaines extraordinaires avec les gens qui travaillent dans ces milieux qui sont potentiellement à risque, qui ont le sens de l'humain, puisque c'est leur priorité, c'est la sécurité du collègue. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Bon, et enfin, même si j'avais un père qui avait eu un passé militaire de par son âge et le fait qu'il avait 18 ans en 1940, donc qu'il a été amené à participer à un certain nombre de choses, mais c'est pas l'objet de cette interview. Il a ensuite intégré des sociétés après cette période militaire en faisant Polytechnique et Centrale. Et il m'a emmené quand j'étais plus jeune avec lui dans des usines, et c'est vrai que c'était je me souviens pour moi là aussi une découverte qui m'intéressait. Ouais, donc c'est un monde dont vous étiez familier, voilà. et dont vous avez vu l'intérêt. Et donc vous arrivez au Havre. Et donc j'arrive au Havre, je connais une personne. Ouais. Mais une personne avec qui vous avez tissé un lien assez fort. Un lien particulier, hein, puisque en fait, en 5 ans, on a dû se voir entre 12 et 20 heures, quoi. Donc c'est quand même un lien particulier. Et je rentre dans son cabinet, qui était tout petit, puisqu'ils n'étaient que 2 avocats. Et à l'époque, on était inscrits pendant 2 ans sur ce qu'on appelait la liste du stage. Donc il y avait le grand tableau et la liste du stage. Et donc à la fin de ces 2 ans, votre maître de stage devait donner un avis sur votre capacité à intégrer la profession. Donc j'ai fait ces 2 ans de stage. Et puis au bout donc j'ai intégré le grand tableau au bout des 2 ans, et la 3e année, donc cet avocat m'a dit quand est-ce que je prends ma retraite? Quand est-ce que tu me laisses partir? Et donc je lui ai demandé en fait un petit peu de temps de plus, et il est resté 2 ans et demi, presque 3 ans en plus avec moi. Ouais. Votre arrivée, les 2 premières années de stage, est-ce que vous avez des souvenirs de cette période? Est-ce que c'était à la hauteur de ce que vous aviez imaginé? Alors, oui et non, pour être clair. Oui, dans le sens où, effectivement, j'étais tout de suite mis sur ces
dossiers qui avaient fait dans mon imaginaire tout l'attrait de la profession, donc la réception des paquebots, etc. Donc on passait 4-5 jours à passer dans toutes les parties d'un bateau pour faire la réception avec l'armateur. Et nous, on représentait le chantier. Donc ça, c'était extraordinaire. Les voyages, je me souviens être allé à Bora Bora parce que c'était les paquebots, notamment à l'époque, il y avait toute une série de paquebots à voile, Windsong, Windspirit, Windstar, qui faisaient le tour du monde. C'était de la croisière, de la croisière pure. Et il y avait une expertise sur une climatisation. Le bateau s'arrêtait jamais. L'expertise est disponible sur certaines périodes. Et il fallait embarquer à Bora Bora. Donc on prenait l'avion, on allait passer 3 jours sur le paquebot, on redescendait à Papeete, on reprenait l'avion. Après 3 jours d'expertise, voilà, c'était des choses C'est comme romanesque. ça. Voilà, c'était des choses extraordinaires que l'on ne fait plus beaucoup aujourd'hui, en fait. Hein. Donc ça c'était effectivement passionnant. Et puis il y avait des choses, parce qu'il faut pas l'éluder, qui correspondaient en fait au quotidien des avocats. J'avais donc mon patron qui faisait beaucoup de droit maritime. Donc je me souviendrai toujours des vendredis après-midi, on faisait les reports de prescription sur un Telex. Donc c'est des choses auxquelles on imagine, on pense plus aujourd'hui, puisqu'en matière maritime, les prescriptions sont très courtes. Et puis donc ça c'était moins intéressant, c'était très administratif. Et puis à l'époque, quand je suis arrivé au Havre, il y avait 20 ou 21 ou 22 avocats, quoi. Il y avait personne. Personne voulait y aller. Il y avait personne et il y avait un trou énorme dans la classe d'âge, entre la classe d'âge de mon ancien associé et puis je me souviens, on est arrivé à 5 qui sortaient de différents centres de formation. Et entre la classe d'âge 50 ans et 30 ans, ou 25 ans, 26 ans, il y avait personne. Il y avait personne. Et donc assez rapidement, déjà moi j'ai fait autre chose en plus parce que on n'était pas payé ce qu'on paye aujourd'hui, mais le coût de la vie était moindre aussi. Mais je me souviens, j'avais une collaboration à 400 francs, j'avais un loyer à 300 francs. Donc il fallait faire autre chose. Donc il fallait se faire des clients. C'était vraiment de la collaboration. On se créait sa clientèle. Ouais. Et en plus, pendant 4 ans, j'ai été... je donnais des cours de droit des affaires à l'école de commerce locale du Havre, qui a bien progressé dans les classements, hein, mais qui à l'époque était une école de province, quoi. Ouais. Ce qui m'a permis parallèlement puisque c'était géré par la chambre de commerce, d'avoir un lien avec la chambre de commerce. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de conférences, au moins 2 par mois, par la chambre de commerce sur des sujets juridiques, administratifs. Ça a permis de me faire connaître et c'est comme ça que j'ai pu intégrer le tissu industriel, en fait. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez cette collaboration qui se passe bien et que assez vite vous développez votre clientèle personnelle, une clientèle principalement entreprise. Oui, en fait, ou quand même des particuliers, ou est-ce que vous avez tout de suite orienté votre développement vers le tissu? En fait, comme je vous le disais, au début, je ne voyais pas du tout ce que ça allait donner. En plus, on était astreint aux aides juridictionnelles et commissions d'office par tour de rôle, et donc on était obligé d'accepter tant qu'on était stagiaire. Donc j'ai tout fait au début. J'ai tout fait. Et dès que j'ai été inscrit sur la liste du stage, je pense que j'ai été le premier avocat au Havre à demander à être déchargé des commissions d'office et de l'aide juridictionnelle. Donc j'ai vraiment voulu me donner le temps nécessaire à consacrer à ma cible d'intérêt et professionnel, qui était l'industrie et le monde des affaires. Et cette école de commerce, ça a été une opportunité. Comment s'est présentée cette opportunité ? C'est vraiment par hasard, en fait. J'avais vu une petite annonce comme quoi, mais même pas une annonce dans le journal, hein. J'étais allé à une réunion à la chambre de commerce et il y avait dans le bureau
dans le bureau de l'assistante du président de la chambre de commerce, cette petite fiche où il cherchait un professeur. Et elle m'en a parlé. Elle me dit, vous pourriez pas faire ça. Je dis pourquoi pas. Et puis voilà. Quoi, et ça me prenait à l'époque. C'était le vendredi après-midi, donc 4 heures le vendredi après-midi. Quoi, donc c'était pas grand-chose. Et la chambre de commerce? La chambre de commerce, c'était là par un relationnel que j'avais mis en place. Puisque j'avais intégré un club qui était assez sympa et qui l'est, j'imagine, toujours, en tout cas, j'en suis quasiment persuadé par les échos que j'en ai, qui s'appelle la Table Ronde. En fait, c'est un club où se réunissent des jeunes hommes de moins de 40 ans qui ont un statut professionnel différent. Donc ça peut aller du chef d'entreprise de peinture en allant au banquier, en passant par un notaire, et là j'étais rentré en fait, j'avais été présenté tout simplement par mon expert comptable. Et donc il y avait eu dans cette table ronde, dans ce club, une personne qui était membre de la chambre de commerce et qui m'a présenté comme ça pour au départ uniquement faire des interventions de façon épisodique. Et puis ensuite, ça s'est répété et vous avez noué des liens. Voilà. Donc, beaucoup de réseautage dans votre début de développement. Beaucoup de réseautage, énormément de réseautage, oui. Pour se faire connaître, quand on arrive et qu'on connaît une personne dans une ville à peu près de 100 000 habitants, c'est pas évident, quoi. Donc oui, il faut réseauter un peu. Et ça, c'est important, ce que je fais plus du tout d'ailleurs aujourd'hui. Mais ouais, le réseautage est important. Ouais. En tout cas, elle était à l'époque. Ouais. Et vous dites que au bout de 3 ans, donc votre patron au bout de 2 ans vous confirme comme avocat, vous continuez. Au bout de 3 ans, il vous dit bon, quand est-ce que je peux partir à la retraite, quand est-ce que tu reprends le cabinet, et puis vous lui demandez 2-3 ans de plus. Pourquoi? Pour me sentir capable d'assumer toutes les matières qu'il avait, que je maîtrisais pas forcément. Notamment, à l'époque, il avait une grande partie de son activité qui était en droit maritime, ce que j'avais jamais fait dans mon cursus canet. Et donc, je découvrais au travers des dossiers. Et donc, il fallait que je monte en compétences, tout simplement. Et donc, au bout de 3 ans, donc 6, oui. Finalement, vous reprenez le cabinet? Oui, c'est peut-être même 5 ans. 5 ans, c'était 5 ans, puisque c'était en 92. Donc, oui, c'est ça. Non, début 95, ouais, c'est ça, oui, c'est ça, 5 ans. Début 93, il part à la retraite. Ça se passe de façon aussi extraordinaire que notre première rencontre. C'est-à-dire qu'il me dit, comme prévu, je prends ma retraite au 1er janvier. Et il me pose une feuille, son stylo plume sur la feuille devant moi. Et il me dit, tu mets ton prix, ça sera le mien. Et ça s'est passé comme ça. Donc, comment vous avez déterminé ce prix? Beaucoup plus cher que ce que j'aurais dû, parce que je ne voulais pas passer pour un pingre. Et donc, effectivement, j'ai bien valorisé sa clientèle. Mais ça me faisait plaisir, malgré tout. Ouais. Et donc, vous reprenez cette clientèle. Je reprends cette clientèle. Et vous avez une clientèle à ce stade-là, donc sa clientèle droit maritime. Ouais. Et votre clientèle plus industrielle. Voilà. Vous faisiez quoi pour cette clientèle industrielle? Vous faisiez de la responsabilité? Vous faisiez du droit des affaires? Je faisais tout ce qui était accident industriel, droit social et relations sociales. Essentiellement localement à l'époque. Et ensuite, par rapport aux industries, j'ai eu... le Havre a toujours été une place où... considéré comme un passage obligé dans certaines industries. Pourquoi? Parce que d'abord, on y trouve des usines importantes, parmi les plus importantes de celles que l'on trouve sur le sol français. Et ensuite, parce que ça a toujours été une terre de combat syndical, le Havre. Et donc, c'est pour des managers une vraie formation dans les relations sociales, les relations humaines. Et donc, tout cela fait qu'effectivement, le passage dans une usine au Havre n'est jamais anodin dans le cursus de la personne qui va le faire.
Et c'est ce qui s'est passé dans la plupart des personnes que j'ai rencontrées. J'ai, dans ce cadre-là, rencontré une personne qui ensuite est devenue numéro 2 d'un groupe mondial. Et qui m'a indiqué, lorsqu'elle a quitté Le Havre, vous devriez installer un cabinet à Paris, on pourrait continuer à travailler ensemble. Et donc, c'est comme ça qu'en 96, j'ai installé un cabinet secondaire et qu'on a continué à travailler ensemble de plus en plus pour ce groupe. Et ensuite, je me suis trouvé confronté à quelque chose qui me sidérait, mais je considérais que j'avais une compétence, puisque pour tous ces groupes, il y a plusieurs avocats, une compétence peut-être assez équivalente à celle d'autres avocats, et parfois je comprenais pas de pas avoir obtenu tel ou tel dossier. Hein. C'est un peu, on devient un peu comme des acteurs de cinéma. Hein. Il y a un rôle à prendre et on regrette de pas avoir été celui qui à l'issue du casting, a eu le rôle. Sur une fois, sur un dossier où j'ai pas compris, j'ai posé la question, j'ai osé poser la question, pourquoi pas moi on m'a répondu, c'est quasiment impossible sur ce type de dossier, cette importance de dossier, d'expliquer au patron pourquoi on va prendre un avocat vrai. Et alors que si vous êtes inscrit au barreau de Paris, on ne nous posera pas la question. Ça sera notre choix, on l'assumera, on en aura la responsabilité, mais on ne nous posera pas la question pourquoi un avocat à vrai. Et là, j'ai compris. J'ai compris que si je voulais progresser dans l'importance des dossiers, il fallait, alors que j'avais été bâtonnier quelques années avant du barreau du Havre, il fallait que je m'installe à titre principal à Paris. Et donc c'est comme ça que du cabinet secondaire, c'est devenu un cabinet principal pour moi. Ça a duré combien de temps en cabinet secondaire ? Cabinet secondaire, ça a duré 10 ans. 10 ans quand même, ouais. 10 ans. Donc 10 ans où vous avez ces deux implantations. Vous viviez au Havre ? Je vivais au Havre. Et j'avais une implantation qui était assez sommaire, hein, puisque j'avais un bureau dans un bureau partagé. Hein, c'était pour une domiciliation, quoi. C'est une domiciliation. Ouais. J'y tenais quelques rendez-vous, mais ça devait être un ou deux par an. Mais c'était surtout effectivement la domiciliation et puis la possibilité de recevoir si cela était nécessaire, mais c'était rarissime. La plupart des rendez-vous se tenaient chez les clients. Et donc pendant 10 ans, vous avez quand même cette personne qui a évolué, qui a un poste important, avec qui vous avez cette relation, etc. Mais vous sentez vraiment une difficulté dans le fait de développer certains types de dossiers à Paris ou dans certaines entreprises. En fait, ça se développe de plus en plus, mais sur des dossiers, notamment je me souviens d'un dossier qui avait un retentissement national. Je me compare à l'avocat qui est choisi et je me dis je comprenais pas effectivement pourquoi on m'avait pas au moins sollicité ou posé une question. Et là, je n'avais pas du tout été sollicité. Et en fait, il y avait deux raisons. La première, c'est effectivement, peut-être basiquement, cette problématique, la problématique de cette inscription et donc de cette justification à apporter. Et puis la seconde, c'est de ne pas avoir une structure sur place. Et ça, c'était à l'époque aussi, je pense, même si ce n'était pas avoué, un élément déterminant. C'est-à-dire que le fait d'avoir une structure sur place, ça veut dire que vous avez un problème, les sièges des sociétés sont sur Paris ou sur la périphérie, Nanterre, etc. Et vous avez un problème, c'est pas un problème qu'on va évoquer par téléphone, et donc faut pouvoir être là dans la demi-heure. Et ça, à l'époque, c'est important. Les choses évoluent aujourd'hui avec la période que nous connaissons, puisque on a d'autres moyens qui sont très utilisés. Mais
j'allais dire encore, ne serait-ce que en 2019, le présentiel était privilégié à 200%. Et donc, je crois que c'était un élément important. Et le deuxième élément, c'était effectivement de créer cette équipe, ce staff sur place pour pouvoir répondre aux attentes des clients. Et c'est à cette époque-là, en fait, que un peu sur le modèle de l'industrie, j'ai créé au sein du cabinet une astreinte. 24-24, 365 jours par an. J'ai créé une astreinte pour pouvoir répondre aux clients avec lesquels on travaille. Donc, c'est une astreinte qu'on propose gratuitement. Et on est toujours joignable 365 jours par an, quel que soit le moment. Et donc, ils ont un numéro d'astreinte. Et si, par exemple, généralement, c'est le mien, mais si je suis dans un avion ou éventuellement en mer, où on n'est pas toujours joignable, à ce moment-là, il y a l'information, soit ma ligne est basculée sur celle d'un de mes associés, soit sur un collaborateur, mais généralement c'est mon associé Samuel Rotou qui a cette fonction de récupérer l'astreinte, ce qui nous permet en fait de garantir aux clients une réactivité dès la survenance d'un problème pour gérer les premières heures, les premiers jours qui sont essentiels dans un dossier. Non pas que tout va se construire dans les premières heures, mais on va éviter de créer dans le dossier des éléments qui pourraient être irréparables dans la défense. Est-ce que vous avez gardé au fur et à mesure de votre développement les deux aspects, c'est-à-dire droit maritime et risque industriel Alors le droit maritime, non, pour une raison assez simple, c'est que me développant à un moment donné, j'ai toujours voulu avoir du temps pour faire les choses en fait. Et donc me développant, il était impossible de conjuguer en fait mes trois activités de l'époque qui étaient le droit maritime du fait de l'héritage de mon associé, le risque industriel que je voulais développer et le social et les relations sociales. Et donc il y a un avocat havrais qui m'avait contacté en 1992 pour intégrer le cabinet et qui faisait du droit maritime un petit peu. Ça s'était pas fait et quelques années après on s'est rejoint, il a intégré le cabinet et lui a pris toute la partie droit maritime. Ok, vous êtes associé en fait. Voilà, et il a intégré effectivement le cabinet en prenant cette partie. Ouais. Et il l'a conservé aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus associé. Il s'est installé depuis, ça va faire 5-6 ans, hein, donc c'est pas très vieux, et il a pris cette partie. Oui. Et du coup, vous vous êtes concentré sur risque industriel voilà. et social et relations sociales. Et relations sociales avec. Enfin, je veux dire, vous vous êtes jamais dit bon en fait c'est surtout les risques industriels ou surtout le social et. Alors en fait, ce sont des activités qui sont assez complémentaires. Bon, d'abord parce qu'elles touchent le même monde. Oui. Vous avez des relations sociales parce que on est dans des usines. Sinon, effectivement, les institutions représentatives du personnel sont moins actives. L'intérêt, en fait, c'est que ça permet de comprendre aussi l'humain, de faire du social et des relations sociales. Et on a des activités qui sont, au niveau du risque industriel, assez fluctuantes. C'est-à-dire que, et heureusement pour les industries, elles sont toujours dans un système d'amélioration continue et principalement et prioritairement au niveau de la sécurité. Et dans ce cadre-là, dans cette recherche de l'amélioration continue, avec la volonté, dès qu'il y a un événement, d'en tirer les enseignements et d'avoir un retour d'expérience, tout cela pour éviter qu'il se réédite, eh bien on arrive à une sécurisation des activités qui est très importante et donc une diminution des problématiques. Et donc, en fait, en matière de risque industriel, on va avoir, lorsqu'il survient un événement, un surcroît d'activité très très important, mais qui ne va pas perdurer et qui ne permet pas, à mon sens, à un cabinet de niche
d'avoir une activité suffisante pour pouvoir supporter les charges de fonctionnement. Et donc, parallèlement à cela, je pense qu'il faut une autre activité. Et donc, c'est à la fois complémentaire dans l'approche et dans le business plan, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc, vous avez évoqué cette astreinte. À partir de quand est-ce que vous l'avez mise en place? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de la mise en place de cette astreinte? Oui, en fait, j'avais été chargé d'un dossier assez important où on m'avait appelé. En fait, il y avait déjà des avocats qui étaient en charge de ce dossier. C'était l'explosion d'une usine où il y avait eu malheureusement 9 morts. Il y avait déjà 4 avocats qui étaient en charge du dossier. Et à un moment donné, on m'a appelé parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas se faire assister par des tiers experts dans les procédures pénales. Ils cherchaient un avocat qui était un petit peu technicien. Et qui avait pas peur d'être formé au fonctionnement éventuel des industries. Et la directrice des grands contentieux de l'époque de cette société voulait faire intégrer un avocat qui pouvait expliquer le fonctionnement d'une usine. Et elle a pensé à moi, connaissant mon parcours. Non pas que j'avais une formation d'ingénieur, mais sachant que j'avais, même si ça n'avait pas été suffisant pour réussir le concours vers lequel je m'étais destiné initialement, j'avais quand même un certain nombre de backgrounds en maths physique. Et elle m'a demandé si j'avais accepté de me former pendant 1 an et demi. Pour apprendre le fonctionnement d'une usine. Donc pendant 1 an et demi, j'allais Mais c'est fou. Me former pour apprendre le fonctionnement d'une usine, pour pouvoir en audience être au même niveau que les experts et les contrer sur des contre-vérités techniques. Oui. Et donc j'ai fait cette formation en fait. Ça a consisté en quoi cette formation? C'était en fait des formations avec des ingénieurs qui, tous les vendredis, on partait unité par unité pour m'expliquer le fonctionnement, quel était d'abord l'objet de l'unité, la réaction chimique, quels étaient les éléments de l'unité que l'on devait avoir pour obtenir cette réaction chimique, quels étaient les risques, comment ça fonctionnait, quelle était la pression, etc. Enfin, c'était vraiment super technique. Ouais. Et il fallait que j'intègre tout cela. Ouais. Et vous étiez, du coup, elle vous offrait cette formation? Oui, vous étiez rémunéré pour cette formation? Oui. Ouais. Donc vous étiez rémunéré pour cette formation? Ouais. Et mais parce que, comme vous dites, vous n'aviez pas eu ce. Alors c'était un jour ou une demi-journée par semaine pendant 1 an et demi. Ouais. Mais comme vous dites, vous aviez pas réussi ce concours, donc c'est pas vraiment un diplôme. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose dont vous pouviez attester. Non. Donc vous aviez eu une discussion avec cette personne et elle s'est rappelée de. Oui, en fait, Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez entretenu dans votre discours, que vous étiez quand même scientifique de formation? En fait, cette personne, je l'ai rencontrée quand j'ai succédé à mon associé Avray. Il avait un dossier pour ce groupe industriel, un seul dossier en cours. Et quand il a pris sa retraite, il m'a présenté cette personne. Et donc, ensuite, on a travaillé sur ce dossier qui a été un dossier au long cours qui a duré 5-6 ans. Et donc, vous êtes venu en complémentarité donc des 3-4 autres avocats. Voilà, c'est ça. Oui. Et comment ça s'est passé, cette complémentarité? Comment ça se passe, en fait, dans ces cas-là, ces gros dossiers où il y a plusieurs avocats? Comment est-ce qu'on travaille ensemble intelligemment? C'était 4 associés d'un des plus gros cabinets d'avocats français. Hein. Vraiment les avocats français, donc c'est facile à trouver. Hein. je ne commente pas, mais je laisse les auditeurs apprécier. Il est facile à trouver. Ils ont été extraordinaires, puisqu'ils m'ont intégré tout de suite dans le groupe, ce qui n'était pas en soi évident. Et pour un des 4, qui est un associé de ce cabinet, c'est devenu un ami proche. Et d'ailleurs, dès qu'on peut, on s'appelle et on propose aux clients de travailler. Notamment, moi, j'ai par principe, lorsque un client industriel m'appelle, lorsqu'il y a un risque pour une personne physique,
de ne pas prendre la défense de la personne morale et de la personne physique, parce que je considère qu'il pourrait y avoir à un moment donné potentiellement une opposition d'intérêt dans la stratégie de défense. Et dans ce schéma-là, vraiment dès que ce risque apparaît, je propose toujours que l'organisation de la défense soit confiée, de la personne physique soit confiée à un autre cabinet. Je propose toujours cet avocat avec qui on fonctionne maintenant depuis 15 ans. Donc vous avez cette opportunité assez extraordinaire qui apparaît. Ça vous a fait plaisir de vous replonger dans cet aspect technique C'était très c'était technique, mais c'était très pratique. Hein. On collait vraiment au fonctionnement des unités. Donc, ce qui me fait plaisir, c'est de créer en fait au niveau de mes clients, mais aussi de tiers, cette capacité à intégrer des données industrielles qui sont pas forcément communes à tous les avocats. Et le fonctionnement, ça m'a permis en fait d'acquérir le même langage que les industriels. Et ça c'est important parce que je reviens sur le côté humain, mais pour créer ce lien humain, lorsqu'on assure la défense d'une industrie ou d'un chef d'entreprise, il faut que ce lien soit créé sur des bases où le client se rend compte qu'on est au même niveau. Il ne faut pas créer de hiérarchie entre l'avocat et son client. Il faut qu'on soit au même niveau. Et c'est plus simple d'être considéré. Je parle que l'avocat soit considéré à partir du moment où on démontre à son client qu'on parle le même langage que lui. En fait, il faut se mettre à la portée, et c'est vrai que dans l'industrie de son client, et dans l'industrie, c'est pas facile parce que c'est difficile d'acquérir ce langage particulier qui est celui de l'industrie. Et donc ça, c'est quand même important. C'est important, et d'ailleurs, j'ai dans le cadre de mon intervention pour un groupe d'industriels, il y avait eu une année une série d'incidents, et au terme de cette série d'incidents, 3 accidents, il a été décidé de faire une inspection de toutes les usines de France, qui a été fait par des auditeurs qui passaient une semaine dans les usines pour faire le point. Et c'était un groupe d'auditeurs d'une quinzaine de personnes, donc c'était pas rien. Et on m'a contacté pour venir j'y allais le jeudi en début d'après-midi et rédiger avec tous les auditeurs la restitution de cet audit sur toutes les usines de ce groupe. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an parce que ça demandait quand même beaucoup de travail, et ça a été très enrichissant là aussi, puisque ça m'a permis de voir des usines d'un groupe dans des secteurs industriels totalement différents, et ça n'a fonctionné qu'à partir du moment où j'avais le même langage qu'eux. Et ça permettait d'avoir des restitutions qui étaient compréhensibles par tout le monde et qui n'étaient pas empreintes de terminologie juridique qui n'avait pas lieu d'être dans cette problématique de gestion de la sécurité, pour avoir un management de la sécurité qui soit le plus optimal. Et voilà un peu pourquoi cette formation a été bénéfique sur l'avenir, puisque effectivement beaucoup ont compris que pour être performant et efficace, il fallait comprendre avant. Si on ne comprend pas, on va partir dans des directions qui seront potentiellement fausses et qui seront à risque. Et c'est vraiment la compréhension du monde industriel qui va permettre de garantir une défense appropriée. Donc, parce que toute cette question s'est développée parce que je vous ai demandé pour cette histoire d'astreinte. Ce que je comprends, c'est que vous vous êtes vraiment démarqué, en fait, au-delà de vous démarquer, vous avez valorisé
votre compréhension technique des métiers de votre client et votre capacité à parler la même langue qu'eux, et une compréhension vraiment très précise de leurs besoins et que voilà, ça a créé aussi beaucoup d'opportunités dans votre développement et avec cette idée donc de créer cette astreinte Oui. en comprenant cette urgence en fait à pouvoir vite réagir pour éviter une cristallisation d'éléments négatifs dans un dossier. Ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, ça s'est développé auprès d'autres groupes industriels qui nous sollicitent. J'allais dire grâce à Google. Mais encore hier, j'ai été appelé par une société importante qui a tapé avocat HEC sur Google et qui est tombé sur mon nom en sortant en premier après les annonces, Ouais. et avec qui j'ai échangé pendant 2 heures au téléphone, et donc il me confie un dossier d'accident industriel par ce référencement. Et puis je vais pas faire de publicité à d'autres moteurs de recherche, mais c'est vrai qu'aujourd'hui vous pouvez assez facilement connaître l'activité d'un avocat avec certains sites auxquels on peut être abonné, où en tapant le nom d'un avocat, vous avez toutes les décisions ou un grand nombre des décisions qui sont sorties où cet avocat est intervenu. Donc ça permet d'appréhender assez facilement la réalité de l'activité d'un conseil, et c'est vrai que dans les démarches que l'on a et dans le développement du cabinet, en fait, bon, bien sûr, toute sollicitation est proscrite, mais on s'aperçoit en fait que on est contacté essentiellement par des référencements informatiques. C'est assez plus fou, que le bouche à oreille de vos clients. Ouais, moi je trouve ça, en tout cas en HSE, hygiène, sécurité, environnement, c'est tellement une niche. Et en fait, il faut un spécialiste. Il faut que quelqu'un baigne dans cette activité pour qu'il ait l'idée de taper avocat HSE, qui utilise cet acronyme HSE, hygiène, sécurité, environnement, dans le monde, j'allais dire, classique, personne. Et donc, c'est vraiment des spécialistes qui vont le taper. Et quand effectivement, vous tombez sur des spécialistes. J'ai une société qui m'a demandé, c'est la même chose, que je connaissais pas, d'auditer ces procédures. On a fait tout un rapport sur ces procédures et ils m'ont fait passer un grand oral. On était 2 cabinets, on est 2-3 cabinets en tapant cet acronyme avec un avocat à sortir. Même si vous tapez avocat gestion de crise, vous avez 2-3 cabinets. Donc c'est vraiment une niche, mais c'est une niche qui est ciblée par des personnes qui sont très professionnelles. Et vous pouvez pas tenir une discussion avec ces personnes-là très longtemps si vous n'avez pas vraiment une compétence. Et ça s'apprend assez peu. En fait, aujourd'hui, vous avez depuis quelques années des formations en droit de l'environnement, donc ça c'est une partie. Mais tout ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les systèmes de management de la sécurité, la gestion et des procédures. Nous, on rédige des procédures pour des clients. Je connais pas à ce jour de cursus. J'ai au cabinet des avocates. Je le mets au féminin parce que ce sont des avocates qui sont rentrées parce qu'elles voulaient faire ça. Elles avaient connu ça en faisant leur stage d'avocat chez des clients. Les directions dans lesquelles elles travaillaient me les ont recommandées. Je les ai intégrées et il a fallu 2 ans, 2 ans et demi pour les former. C'est-à-dire que pendant 2 ans, 2 ans et demi, si on rentre dans une appréciation bassement matérielle, vous avez 50% du temps que vous ne pouvez pas facturer parce que c'est de la formation. Et on ne facture pas la formation de ces collaborateurs. Et heureusement, ce serait pas du tout conforme à notre déontologie. Et donc ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment une activité de niche. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez travaillé votre référencement ? Alors, j'ai pas travaillé mon référencement. On a créé un site qui était pas terrible. On l'a refait. En fait, quand je vous dis j'ai pas travaillé, en fait j'ai dû le travailler une fois.
c'est quand on a refait ce second site, on a eu un ingénieur conseil qui nous a développé le site et qui nous a demandé qu'est-ce qui était important pour nous de faire sortir en premier dans le référencement Google. Et tout ce qui était social et relations sociales, notre communication est quasi inexistante. C'est vraiment le bouche à oreille, la compétence que l'on a. On a été classé dans les meilleurs cabinets dans un référencement sur un hebdomadaire qui est sorti en juin, hebdomadaire national. Donc ça, c'est vraiment le bouche à oreille. C'était une consultation d'un certain nombre de juristes d'entreprise. Par contre, l'HSE, c'est très compliqué parce qu'il y a très peu de juristes d'HSE. Et donc, je voulais que cette notion d'HSE ressorte sur le site. Et donc, je lui ai dit, s'il y a deux mots qui sont importants, en tout cas deux présentations qui m'apparaissent essentielles, c'est HSE et gestion de crise, parce que ça, je ne peux pas communiquer là-dessus, j'arrive pas à me faire connaître. Et le site a été refait, est plutôt bien refait, puisque aujourd'hui ça fonctionne. Quand on tape CNO, avocat HSE ou avocat de gestion de crise, on sort dans les premiers référencements. Mais ensuite, je m'en suis plus du tout occupé. C'est-à-dire que ça a dû être fait il y a 5-6 ans ou 7 ans. Et en fait, ça continue à vivre et à être efficace. Ouais. Et je pense que c'est parce que c'est un référencement de niche. Oui. C'est quelque chose d'assez rare. D'accord. Et ma deuxième question, elle était sur... vous avez parlé de vos collaboratrices et du coup, de par votre activité très particulière et très technique, du temps de formation long. Et avant qu'on commence cet entretien, vous m'avez glissé 2 mots sur le fait que vous travaillez plutôt avec des collaboratrices salariées. Et du coup, j'étais curieuse de savoir... manifestement, les candidats, en l'occurrence des candidates, vous contactent pour quelque chose de très spécifique, vraiment pour faire cette activité HSE, etc. Vous, comment est-ce que vous avez construit votre cabinet justement autour de ça, du caractère collectif ? Alors, d'abord, il faut se rappeler d'où on vient. Donc, je suis parti de ce cabinet Havrais qui s'est développé et j'ai toujours gardé très longtemps mes collaborateurs ou collaboratrices. Les structures havraises et parisiennes sont séparées maintenant, mais je reste associé dans les 2 structures. Pourquoi est-ce que vous avez séparé les structures ? Dans un souci de pérennisation, en fait, puisque les coûts de structure sur Paris sont beaucoup plus importants qu'en province, mais la rentabilité sur Paris est plus importante qu'en province, pour être clair. Et il était difficile, tant que j'avais la gestion intégrale du cabinet, ça posait pas de problème d'avoir une entité qui supportait une partie des coûts de fonctionnement de l'autre. Dans un souci d'intégration et pour intégrer mon ancien collaborateur Samuel Rotou, qui est devenu associé dans un premier temps, et d'un souci aussi de transmission. J'ai voulu que la structure parisienne, qui était avant intégrée dans l'ARPI, qui avait les 2 sites du Havre et de Caen, la structure parisienne sorte de l'ARPI, ce qui facilite les transmissions en fait. Et donc c'est pour cela qu'on a créé la CELARL, en prévision de cette transmission. Alors même si dans le cadre de cette transmission, c'est pas pour demain, mais je pense que ça se fait sur la durée. Il faut du temps pour qu'un associé soit accepté dans cette niche qui est celle que l'on travaille. Et donc c'était important que Samuel soit associé. C'était important aussi qu'il ait une vision sur les modalités et les conditions de rachat. Donc on a
On a fait un plan sur 10 ans. Donc vous faites avec ce Samuel un peu ce qu'a fait votre premier patron avec vous ? Oui, mais si ce n'est qu'avec Samuel, ça va être un petit peu plus long avec mon patron, puisque on a vraiment prévu sur la durée cet accompagnement. Et puis que vous vous rencontrez pas au même âge. Et voilà. Et Samuel, on s'est rencontrés il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, et mon associé aujourd'hui au Havre était aussi une ancienne collaboratrice. Donc, en fait, j'ai l'habitude de garder assez longuement mes collaborateurs et éventuellement de les associer. Et donc, sur le développement de la structure parisienne, en fait, comme je vous l'ai indiqué, il fallait des gens qui soient un peu spécialisés. Et mon idée au départ, c'était... et c'est ce que je fais toujours, d'intégrer les personnes sous un contrat de collaboration classique. Et à partir du moment où je considère qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas et que la situation dans le cabinet permet d'avoir un épanouissement réciproque, pour moi l'épanouissement est important, je regarde quelles sont les perspectives d'évolution à court terme, moyen terme et long terme. Et dans ces perspectives d'évolution, il me paraît essentiel que les choses se passent de façon totalement transparente, en concertation, et que chacun y trouve son compte à titre personnel. Je trouve qu'il faut avoir un équilibre dans sa vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle, même si je l'ai de mon côté pas toujours eu, loin de là. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaie aujourd'hui d'inculquer aux personnes qui travaillent avec moi. Et à un moment donné, pour prendre le cas de ma collaboratrice qui a référencé donc Léa Arabeau. Et Léa, je lui ai proposé une association en lui disant tu intègres comme ça, tu rachètes pas de parts, je t'en cède sans que ça te coûte rien, parce que je voulais l'intégrer dans le cabinet. Mais du coup, c'est... Enfin, qu'est-ce qui fait ça que... Parce que donc vous m'avez raconté, je me permets de partager que en fait elle avait déposé une candidature alors que vous n'aviez pas de besoin de recrutement et que l'entretien s'est passé de telle façon que vous avez quand même eu envie de la recruter et vous lui avez tout de suite proposé. Pas tout de suite en fait, puisque elle a été collaboratrice de façon classique, si je puis dire, pendant 2 ans. Ouais. Ok. Oui, 2 ans. Et c'est au terme de ces 2 ans où je lui ai dit, je lui ai proposé de l'associer. Ce qu'elle était prête à accepter. Et puis, pour des raisons personnelles, notamment le fait qu'elle se soit mariée, que son conjoint, qui travaille aujourd'hui sur Paris, mais qui est étranger, qui travaille pour l'UNESCO, puisse être amenée à bouger, qu'elle soit pas forcément certaine d'exercer cette profession toute sa vie. Elle a eu cette intégrité et cette honnêteté de me dire je peux pas accepter parce que si j'arrête la profession, il va falloir me racheter les parts que tu m'auras données. Et donc je lui ai dit qu'est-ce que tu veux et elle m'a dit ce qui lui pesait le plus, c'était toutes les contraintes administratives. Et c'est comme ça que la notion de salariat s'est présentée. Et en fait, aujourd'hui... Donc en fait, c'est pas un modèle de cabinet, non. C'est plus que par rapport aux envies, aux projets de chacun, voilà. En fait, vous adaptez le type de collaboration. En fait, c'est vrai qu'avec Léa, et avec cette réflexion, j'ai malgré tout construit un modèle. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ma philosophie. C'est-à-dire que là, au 1er janvier, une autre collaboratrice va être salariée, parce qu'on est non pas dans un schéma où on avait évoqué une association ou quoi que ce soit, mais on est dans un schéma où il n'y a aucune raison qu'on se sépare. Et donc, ça fait partie de la discussion qui était de savoir est-ce qu'elle souhaitait développer sa clientèle personnelle ou est-ce qu'elle souhaitait entrer dans un schéma d'une certaine sécurité, puisque le salariat peut apporter une certaine sécurité. Et c'est ce qu'elle a choisi. Et donc, c'est ce qu'on met en place, puisque ça nous permet aussi, sur des cabinets de taille moyenne, d'apporter un plus
par rapport à d'autres cabinets où on a peut-être une rémunération qui peut être plus importante, mais aussi des conditions de travail où on ne présente pas la collaboration comme un moyen d'avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire ces équilibres, je souhaite que les collaborateurs l'aient. Parce que on est épanoui dans sa vie personnelle que si on l'est dans sa vie professionnelle et inversement. Et pour cela, il faut avoir le temps de vivre les deux. Et c'est vraiment ma politique aujourd'hui. Et à partir du moment, et c'est le schéma, on a d'autres collaborateurs qui ont intégré le cabinet cette année. Et on est dans le même schéma, c'est-à-dire qu'on part sur un schéma de collaboration et ensuite, soit se posera la question d'une éventuelle association. Tout est ouvert en fait. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que à partir d'un laps de temps, moi que je considère de maximum 2 ans, parce que si au bout de 2 ans on n'a pas une confiance réciproque, c'est pas la peine de continuer. C'est vrai que le schéma du salariat sera proposé. À défaut d'une intégration, ne serait-ce qu'en industrie. Et ça me paraît important parce que ça garantit aussi pour la construction d'un cabinet une base qui soit solide. Or, les clients, et je le vois en ce moment, puisque 2 de mes collaboratrices sont en congé maternité. Elles ont accouché à 10-15 jours d'intervalle. Et donc très souvent, les clients me demandent des nouvelles d'elles, ce qui montre qu'effectivement, elles font partie aujourd'hui. Elles font partie du cabinet. Et elles font partie du système de fonctionnement tel qu'il est intégré par les clients. Et c'est une base solide, en fait. Et si on ne met pas en place des éléments qui permettent de solidifier, ça passe par le salariat, ça passe par l'intégration, on se trouve confronté, en fait, à un moment donné, à ce que vivent certains avocats qui sont dans des cabinets beaucoup plus grands et qui aboutissent à peut-être une certaine frustration dans leur épanouissement professionnel, et cette frustration va vite déboucher sur une rupture. Et ce faisant, pour moi, ça détruit en quelque sorte le lien que l'on construit avec ses clients. Parce que le lien, on le construit effectivement par sa compétence, mais aussi par toute la compétence du cabinet. C'est un tout. Je veux dire, c'est pas un avocat dans un cabinet qui fait que ça fonctionne. Et c'est toute la structure qui est appréciée par le client. Et si on a une structure dans laquelle on a un turnover qui est trop important, eh bien, on rentre dans un schéma où effectivement, on peut créer une défiance. Et ça, c'est jamais bon. Et la satisfaction, pour moi, elle passe par la pérennité. Et ça m'amène à vous demander, vous êtes resté une structure, donc une moyenne structure. Est-ce que vous avez eu des opportunités d'intégrer des plus grosses structures? Comment est-ce que vous les avez appréhendées? Alors en fait, j'ai été approché plusieurs fois. Parce que quand on travaille pour certaines sociétés, on est un peu, entre guillemets, en lumière sur certains dossiers. Donc forcément, ça crée des velléités auprès de certains confrères, donc de grands cabinets français et étrangers. Et j'ai toujours écouté avec attention ces propositions. Encore dernièrement, là, il y a moins d'un mois, j'ai un chercheur de tête qui m'a approché dans une démarche. C'est la première fois que cela a été fait, où c'est pas l'avocat qui m'appelle, mais vraiment un chercheur de tête qui me dit j'ai un cabinet américain qui souhaite se développer sur Paris et en France, et qui est dans une recherche dans votre cœur de cible, l'industrie, et qui serait prêt à vous intégrer. Je suis pas allé plus loin parce que discuter avec un chercheur de tête, ça m'a pas amusé. Je préfère discuter avec un confrère. Mais sur les précédentes offres, c'était avec des confrères. Et sur la première que j'avais eue, c'était le fait d'être dans un schéma qui en tout cas la première offre qui était trop qui revenait trop à quitter
cette part du métier qui est quand même pour moi très intéressante, qui est celle de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, on perdait toute la maîtrise du développement, de la gestion, etc. Et donc ça, pour moi, c'était quand même assez rédhibitoire. Perdre cette notion d'entrepreneuriat, d'être soumis à éventuellement, enfin pas éventuellement, être soumis à un directeur financier, une direction financière qui allait vous demander toutes les semaines vos timesheets, etc. Donc bon, c'était pas pour moi. Et la seconde approche que j'avais eue, c'est une approche qui était double, qui était liée à donc une intégration avec parallèlement un investissement immobilier où il fallait donc il y avait une opération sur le plan patrimonial qui pouvait être très intéressante, mais qui induisait une augmentation de son chiffre d'affaires de 15 à 20%. Et moi, faire des paris sur l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est pas mon truc non plus. Et donc, j'ai pas suivi. Courageux mais pas téméraire. J'ai pas voulu. En fait, je vous parlais d'une, j'allais dire une grande dame, mais qui a quitté son métier, qui est toujours en retraite. Si jamais elle écoute, elle se reconnaîtra. Mais à qui je vais poser la question de dire, je lui ai présenté le projet et je travaillais beaucoup avec elle et elle m'a dit, vous savez, Jean-Benoît, aujourd'hui, on en a marre de payer des honoraires qui servent à financer les hôtels particuliers des avocats. Et donc, vous pouvez le faire, mais c'est pas forcément quelque chose qui va vous apporter beaucoup, à part sur le plan patrimonial. Et j'ai voulu, en fait, garder cette liberté de présenter une prestation de qualité avec un coût que je considère comme raisonnable, même s'il peut paraître élevé par rapport au coût que pratiquent des confrères de province. Je considère qu'on est dans un coût de prestation qui est très raisonnable par rapport à d'autres cabinets parisiens qui pourraient être en concurrence avec moi. Non pas pour faire du dumping, mais simplement parce que à un moment donné, il faut que la raison l'emporte. Et je considère qu'il faut qu'on soit dans un système relationnel avec les clients qui ne soit pas contraint par une problématique financière. Et ça me paraît important. J'ai d'ailleurs le même raisonnement avec mes collaborateurs. Bien sûr, on fonctionne au temps passé. Bien sûr, je leur demande de me remplir pour chaque dossier. On a des systèmes de gestion qui sont très performants des temps pour chaque dossier. Mais par contre, je leur impose uniquement d'avoir des temps qui soient facturables et de ne pas dépasser une facturation de plus de 20 heures, 25 heures par semaine. Pourquoi ? Parce que je considère que même s'ils travaillent plus, même s'ils peuvent être à 40 heures par semaine, voire même plus, sur les 40 heures, tout ce qui est parfois... j'allais dire auto-formation, recherche de jurisprudence, tout ça, on n'a pas à le facturer aux clients. Et donc, je préfère envoyer des feuilles de temps sur lesquelles j'ai pas de contestation et que, encore une fois, c'est cet équilibre avec un épanouissement professionnel soit pas contraint par des objectifs. Et si vous mettez un objectif de facturation de 40 heures à un collaborateur, c'est quasiment ingérable. Donc, il va vous gonfler ses temps et derrière, de toute façon, vous êtes obligé de les minorer parce que ça passera pas. Et donc, voilà, ça rentre dans un état d'esprit. On est là, bien sûr, pour gagner sa vie, mais aussi pour le faire de façon intelligente et sans que les contraintes financières deviennent un frein à son épanouissement. Donc un souci pour votre indépendance et qui passe aussi par l'indépendance dans la gestion et donc d'éviter d'avoir trop lourd sur les épaules, quoi. Exactement, et c'est pour ça qu'effectivement on fait attention à nos coûts de fonctionnement, on investit énormément en informatique, on est à la pointe de ce qui peut se faire. Ça fait plusieurs années, on a été dans les premiers cabinets à tout dématérialiser. On n'a aucun serveur dans le cabinet, tout se trouve dans des data centers qui sauvegardent entre eux en permanence. On a été audité par des services sécurité de clients et on a passé
toutes les arcanes des contrôles. On met en place pour les clients pour chaque dossier, s'ils le souhaitent, des data rooms avec des intranets. Enfin, voilà, on essaye d'avoir une puissance dans la réponse par rapport aux clients au niveau de l'informatique pour permettre d'apporter un service qui soit le plus fluide possible, en fait. J'entends quand même dans tout cet échange une vraie réflexion de gestion. Enfin, ce qui explique aussi que vous soyez resté indépendant parce que c'est quelque chose qui vous intéresse et tout. Qu'est-ce qui vous a apporté dans cette réflexion de gestion? Est-ce qu'il y a eu des étapes dans votre appréhension plus de gestionnaire? Par exemple, là, vous évoquez le fait d'avoir été assez précurseur sur toutes les questions technologiques. Qu'est-ce qui fait ça, cette appétence Moi, je pense que c'est déjà le goût, de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Le fait aussi d'avoir pendant des années, je me souviendrai toujours quand les premiers ordinateurs sont sortis, c'était des IBM. Donc ça devait être en 88, ça paraît loin maintenant, mais j'avais dit à mon associé de l'époque, on était encore avec la machine à écrire à boule, et le papier autocarboné, il faut se remettre ça un petit peu en ligne de mire. J'ai dit, il faut absolument qu'on achète un ordinateur. Et à l'époque, tous les avocats locaux nous prenaient pour des fous. On avait acheté des ordinateurs, il a fallu se former, etc. On voit l'évolution qu'il y a pu y avoir aujourd'hui. Et donc cette volonté de comprendre. Et puis aussi, il y a eu toute une période que je connais plus aujourd'hui, mais toute une période où en fait... lorsqu'on était dans des cabinets de petite importance ou de moyenne importance, il n'y avait pas de webmaster. Et le webmaster, c'était le patron ou l'associé qui s'occupait des achats informatiques et sur qui retombaient toutes les doléances de tout le monde. Lorsque vous avez un ordinateur qui fonctionne pas, que ce soit une assistante ou un collaborateur, il y en a qu'un qu'il vise, c'est celui qui gère les relations avec le prestataire. Et donc, ils vont pas essayer de comprendre si ça fonctionne ou pas. Et donc, derrière, vous gérez. Et pendant des années, j'ai géré, jusqu'à un moment où je me suis dit, bon, ça fait... Et notamment, ça remonte à la création de l'entité parisienne, réelle, pas le cabinet secondaire, l'entité parisienne, où je me suis dit, on a cette entité havraise, et je veux que tout le monde puisse travailler sur les mêmes dossiers, puisque à l'époque, je faisais travailler aussi des collaborateurs havrais sur les dossiers parisiens, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les structures sont séparées. Et donc, je voulais que tout le monde puisse travailler. Et on était déjà dans un schéma... de bureaux distants à l'époque, et donc sur Paris on n'avait pas de serveur, le serveur était au RAF. À un moment donné je me suis dit mais ça sert à rien d'avoir des serveurs, on n'en a pas sur Paris, ça m'empêche pas de dormir. Et c'est là où j'ai développé avec une personne que je connaissais ce schéma de bureau distant, alors qui était compliqué. Ils ont beaucoup travaillé parce que on avait déjà le RPV1, tous ces éléments-là, et tout ça, faut que ça soit intégré dans les data centers pour pouvoir se connecter. Et donc ils ont joué le jeu, ils se sont démenés et réussi à faire passer les process qui ont été validés par le CNB. Et depuis, tout le monde fait ça. Tous les éditeurs de logiciels, cabinets d'avocats se sont lancés, alors que moi, ça fait 7-8 ans. Que vous avez votre propre solution et bon, eux, ils en ont fait un produit qu'ils vendent à d'autres, quoi. Ouais. Et vous avez évoqué les audits par les clients, toute cette... est-ce que c'est les clients qui vous demandent, c'est vous qui leur proposez? Non, c'est les clients. C'est les clients qui demandent de vérifier notre sécurité informatique. Et là, c'est tout l'intérêt d'avoir un prestataire extérieur qui la gère. Et donc, très clairement, c'est avec eux que cela est fait. Donc, moi, je ne m'occupe de rien et on a le rapport qui, heureusement, est satisfactoire. Sinon, je serais pas content. Donc, ça, c'est quand même un vrai confort. Donc, ça a un coût. C'est vrai que ça revient beaucoup plus cher, mais c'est comme si, en fait, vous externalisez une fonction d'un webmaster. Tous les grands cabinets ont des webmasters. Nous, on est un cabinet de petite taille et notre webmaster, il était externalisé. Et
Qu'est-ce que donc vous avez séparé les bureaux parisiens et havrais. Oui. Vous avez quitté Le Havre pour emménager à Paris, j'imagine. Alors, j'ai quitté Le Havre pour emménager à Paris dans la semaine. Ouais. Et je retourne au Havre tous les week-ends, puisque j'ai mon épouse qui est au Havre. Et puis, je passe. Alors, il se trouve que j'ai encore quelques dossiers que je plaide au Havre. Et que notamment les audiences en matière sociale ont lieu le lundi matin ou souvent le vendredi après-midi. Donc, ça m'arrange assez bien pour les déplacements. Et puis, j'en profite pour voir mon associé havraise quand je vais au Havre. Mais c'est vrai que 99% de mon activité est parisienne aujourd'hui. Hein. Et puis, alors après, la problématique de cabinets comme les nôtres, qui sont de taille moyenne, c'est de donner une certaine assise pour les clients et notamment de leur permettre de savoir si on peut ou pas, en cas de nécessité de créer des équipes importantes, des pools d'avocats, leur amener cette prestation. Et donc, ça fait des années, effectivement, que je me suis engagé vers cette démarche. Donc, dans un premier temps, avec l'avocat dont je vous avais parlé du cabinet, grand cabinet français, et dans un second temps, et je suis encore aujourd'hui, j'ai intégré le réseau Simon Avocat. On est 120 avocats en France. Donc c'est un réseau spécifique HSE? Non, en fait, c'est un réseau qui a été créé par Jean-Charles Simon, qui a son cabinet d'avocats à Paris. Jean-Charles a développé ce réseau par rapport à la force de son cabinet. Il est assez avant-gardiste sur les réflexions qu'il peut avoir sur la profession dans tout un tas de domaines. Et c'est pour cette raison que je l'ai intégré, parce que je trouvais qu'il avait un positionnement et des réflexions que l'on n'a pas lorsqu'on est avocat dans son cabinet et sans participer, ce qui n'est pas forcément ce que je recherche, à des conférences organisées par tel ou tel syndicat. Donc il a une vraie réflexion sur l'évolution de la profession qui est très intéressante. Et donc il a développé ce réseau et j'en ai pris la présidence il y a 2 ans. Et mon mandat va se terminer ce soir d'ailleurs. Et alors, bilan de ces années de présidence de ce réseau Simon Avocat? Écoutez, positif dans le sens où on a développé le réseau, donc ça c'est plutôt bien. Vous avez des dossiers qui sont venus par ce réseau? C'est-à-dire que j'ai grâce à ce réseau satisfait mes clients. C'est quand même. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des clients qui m'ont contacté sur des domaines, par exemple le M&A ou la propriété intellectuelle, dans lesquels je ne veux pas forcément intervenir parce que je considère qu'il faut vraiment être très spécialiste. Et ça vous permet d'apporter aux clients une solution. Et vous êtes en confiance parce que vous connaissez les personnes qui vont travailler, et le client est content parce que vous pouvez suivre également. Donc ça m'a permis effectivement d'apporter des clients, et j'ai eu quelques dossiers par le réseau, mais c'est pas, à mon sens, c'est pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment un échange et également de pouvoir expliquer aux clients que on peut intervenir avec des spécialistes dans des domaines différents. Que l'on a une structure du réseau qui permet, en cas de nécessité, de créer des pools d'avocats. Là, je viens de le faire récemment pour le rachat d'une usine dans le sud de la France, et on a créé un pool d'avocats avec coopération ponctuelle, voilà. où il y a un besoin en droit des affaires, un besoin en droit social, un besoin... Et donc ça, c'est en soi pas mal. Et puis, c'est aussi la force du cabinet de Jean-Charles Simon, c'est d'avoir créé un lien international. Et moi, je travaille pas mal à l'international, notamment en Afrique. La première des difficultés quand on va travailler en Afrique, c'est de trouver un correspondant. Et eux ont pris le temps, ont investi l'argent pour créer ce réseau international normalisé avec une charte, avec des audits de cabinet qui permet d'avoir des représentants dans un certain nombre de pays dans le monde, très important. Et c'est pour les clients aussi un plus, parce que c'est vrai que les clients voient ça sur votre signature mail, votre papier en tête, et ça leur permet aussi d'avoir une sérénité dans leur développement et d'être certain qu'on peut leur
apporter une solution d'accompagnement pour ce développement. Et donc ça, c'est un vrai plus. Donc oui, c'est un réseau qui se développe bien. Alors donc vous parliez du bilan, donc bilan positif parce que effectivement on s'est développé. Là aussi, le lien humain est essentiel. Alors il est un petit peu meurtri en ce moment depuis le 16 mars 2020, depuis le premier confinement. Mais on crée tous les 15 jours un lien par visioconférence et puis on essaye d'échanger et on va espérer que le vaccin va permettre à tout à chacun de se revoir dans des conditions normales. Oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette intégration de réseaux parce que c'est vraiment la solution pour des cabinets de moyenne importance d'avoir une représentation et une assise qui facialement pour les clients est intéressante, qui est réelle. Et ça, c'est important. C'est pas un réseau bidon comme on peut voir. C'est vraiment un réseau réel avec des chartes qui sont signées et une adhésion au statut. Tout cela en conformité avec les obligations ordinales. Donc tout est transparent avec l'ordre, transmis à l'ordre et des obligations de compétences de référencement qui sont conséquentes. Et tout cela permet effectivement d'avoir, lorsqu'on a un cabinet de moyenne importance, pour ses clients, la possibilité d'apporter des solutions, y compris dans les domaines où on n'interviendrait pas. Et c'est ce que recherche un client, en fait. C'est des solutions. Et on est là pour les apporter. Oui. Et j'allais vous demander... il se trouve que j'ai une cliente, donc j'ai une formation sur le développement de clientèle, et j'ai une cliente qui elle fait du droit des nouvelles technologies. Et elle me disait, donc elle s'est installée il y a pas longtemps, et elle me disait, j'ai vraiment envie de proposer de la sous-traitance à des cabinets qui ont un surcroît d'activités ponctuelles et du coup ont besoin de force vive en plus. Et elle me disait, est-ce que tu penses que ça peut être un business model possible? Est-ce que tu penses que... Et donc, je suis curieuse d'avoir votre avis. Vous venez d'évoquer la constitution de pool, la capacité d'intervenir quand on a un besoin ponctuel en renfort, etc., etc. Est-ce que vous, par exemple, alors, elle, c'est des nouvelles technologies, mais dans l'absolu, c'est une réflexion. Parce que finalement, c'est le fait de complètement intégrer le côté un petit peu freelance. Les entreprises, quand elles ont des besoins ponctuels de renfort, elles ont recours à des pools de freelance de plus en plus, etc. Et comment ça se développe potentiellement dans les cabinets d'avocats. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui faites une activité très spécifique, donc de niche, avec un gros besoin de formation et tout, est-ce que c'est quelque chose auquel une manière dont vous travaillez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sous-traite pas. Je sous-traite pas. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin d'une compétence dans un domaine du droit qui n'est pas le mien, je vais pas expliquer au client que telle personne du cabinet va le faire. C'est-à-dire que moi, je veux que ça soit clair, transparent. C'est la personne qui a la compétence qui va arriver facialement devant le client. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'intérêt d'un réseau d'avocats comme le réseau Simon est essentiel parce que pour faire ça, il faut avoir confiance, en fait. C'est-à-dire que vous allez mettre votre client dans les bras potentiellement d'un concurrent. Ouais. Et si vous n'avez pas confiance dans cet avocat, vous pouvez perdre ce client. Ouais. Et personnellement, je suis assez contre la sous-traitance parce que, d'abord pour des raisons assez basiques de responsabilité civile, vous sous-traitez, vous signez quelque chose qui a été établi par un confrère. Si le confrère n'apparaît pas facialement, vous en assumez la responsabilité sans en avoir la compétence. Et il ne faut pas oublier que dans le cadre de nos clauses d'assurance, je ne suis pas persuadé qu'on soit garanti dans ce schéma-là. C'est-à-dire que si on lit bien les clauses de nos responsabilités civiles ou professionnelles, il faut pouvoir démontrer que l'on intervient dans une matière dans laquelle on a la compétence. Oui. Sinon, on n'est pas assuré. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît essentiel, c'est que la sous-traitance, ça me paraît compliqué si on n'a pas la compétence, au moins pour contrôler. Ouais. Sous-traitance dans une matière que l'on maîtrise, on n'a pas le temps, ok, pourquoi pas. Ouais. Donc mais, en renfort. Système de renfort. Mais sous-traitance totale dans une matière qu'on ne connaît pas, c'est impossible. Moi,
au niveau de la responsabilité, c'est impossible. Et puis même pour le client, c'est ingérable. C'est-à-dire que vous allez présenter au client le travail de quelqu'un que vous n'allez pas maîtriser. Donc, c'est pour ça que moi, je ne le fais pas. Je préfère que les choses soient claires et envoyer des gens de confiance, en fait. Et présenter des gens de confiance. Je pense que j'avais vraiment plus en tête le schéma de venir apporter du renfort à une équipe sur un besoin ponctuel qui a un besoin de ressources humaines supérieures de façon ponctuelle et qui justifie pas une embauche de collaboration, mais qui peut justifier d'avoir sur une opération spécifique quelqu'un qui vient. Alors ça se développe. On est d'ailleurs contacté par des confrères. Surtout en ce moment, qui souhaitent effectivement développer cette part d'activité. Moi, je pense que ça pose un problème parce que on a, en tout cas dans les activités que je mène, qui sont le conseil, mais aussi le contentieux, on n'a pas des interventions spot. On a des interventions qui sont sur la durée. Et comme effectivement le principe de ce type d'intervention de sous-traitance c'est ponctuel et on n'en maîtrise pas la durée, puisqu'à un moment donné la personne à qui vous sous-traitez n'aura pas forcément besoin de vous ou sera prise par un autre travail, on se trouve dans une situation où ça va être compliqué et on va perdre du temps. Donc c'est pour ça que moi je le pratique pas en fait, je sous-traite pas. Je préfère essayer d'avoir une formule dans le cabinet où j'allais dire, on a toujours une personne de trop, c'est pas vrai. Vous avez une marge d'absorption. Voilà. C'est-à-dire que je veux pas être en flux tendu. Je veux avoir la sérénité de pouvoir être posé pour que le travail soit fait dans des bonnes conditions. Et ce que je dis toujours à toutes les personnes qui travaillent dans le cabinet, il est hors de question de restituer un travail le dernier jour à un client, pour deux raisons. La première, c'est que le client va pas être satisfait parce qu'il n'aura pas le temps d'appréhender le travail qu'on aura fourni. La seconde, c'est que si on a une urgence, le jour où on doit restituer, eh bien on va mal gérer l'urgence et on va mal gérer le travail que l'on avait programmé. Et donc c'est pour ça que je préfère toujours qu'on ait un temps suffisant entre la deadline et la restitution, de telle manière à ce que effectivement le client ait le temps d'appréhender ce que l'on a fait, mais également surtout pour se trouver en cas d'urgence dans une situation de confort. Et cette situation de confort, on ne l'a pas à partir du moment où on gère tout au dernier moment. Donc vous avez vraiment intégré dans votre cabinet une marge, il y a vraiment une marge de développement qui est à la fois une marge de développement continu, c'est-à-dire la formation des collaborateurs et donc qui se reflète dans la manière dont vous attendez que vos collaborateurs, en l'occurrence vos collaboratrices facturent, rentrent leur temps, etc. et les entre guillemets objectifs, et dans par rapport à la quantité, le flux de travail, vous avez c'est quelque chose que vous avez intégré, quoi. Moi, encore une fois, je préfère avoir des collaborateurs qui vont quitter le bureau à 20h plutôt que d'avoir des collaborateurs qui vont quitter le bureau à 23h. Je dis pas que ça arrive pas, ça peut arriver quelques fois par an parce qu'effectivement, on a cette urgence à gérer. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir cette ressource humaine qui permettent de gérer les urgences, de pouvoir effectivement progresser par rapport à l'arrivée d'un nouveau client, puisque maintenant on fonctionne aussi, et ça c'est un peu nouveau pour nous, sur appel d'offres. Donc on est appelé sur des appels d'offres, on y répond. C'est nouveau pour vous parce que c'est nouveau pour vos clients ? Ou parce que vous intégrez une nouvelle... C'est vraiment nouveau pour nous parce que on l'avait jamais pratiqué avant. On a récupéré 2 appels d'offres récemment, dans les 2 dernières années, sur des sociétés qui ont plus de 15 000 salariés, donc des sociétés importantes. Et le premier que j'ai fait, qu'on a emporté, il y a 2 ans et demi. Moi, c'était mon premier appel d'offres. J'en avais jamais fait. Et donc, on a été contacté parce que on a été considéré comme cabinet référencé en la matière. Et on a fait un dossier d'appel d'offres de façon un peu particulière, peut-être complètement à côté de la plaque. Mais je sais que le directeur juridique m'a dit après qu'on était 20 cabinets contactés
Il y a une shortlist à 4 cabinets. Les 4 cabinets ont passé un grand oral. Et je pense que c'est à l'oral où s'en est sorti le mieux, avec cette idée, je vais le dire pour des confrères, et si jamais ils écoutent, ils pourront l'utiliser, mais qui a super bien marché. C'est que on savait qu'on n'était pas forcément le plus référencé dans la matière en question parmi les shortlist. Même si c'est une matière qu'on connaît bien et qu'on pratique bien, mais on le pratiquait que pour un seul client, un client important avec succès, mais voilà, on n'avait pas le. Vous aviez pas beaucoup de références à donner. Voilà, pas beaucoup de références à donner. Et par contre, ce que l'on a fait, c'est qu'on a sorti avec un site toutes les décisions qui ont été rendues contre la société. On a fait un book, on les a commentés et on leur a expliqué pourquoi ils perdaient leur dossier et comment on pouvait améliorer leur score. Et ça a super bien marché. Mais ça, c'est un truc c'est drôle, j'ai entendu pas mal, alors dans d'autres domaines que le droit, dans des domaines de freelancing, de programmateurs, enfin voilà, qui disent que leur porte d'entrée chez certains de leurs clients, qui sont maintenant des clients avec qui ça fonctionne bien, ça a été le fait de leur montrer les erreurs. Ouais, les erreurs et voilà, mais même parfois de manière assez culottée, c'est-à-dire je suis allée voir votre site internet, il y a ça. Et donc et moi j'ai vu les confrères, on est passé les derniers lors de ce grand oral. J'ai vu les confrères qui sortaient, c'était vraiment des beaux cabinets, grands cabinets, mais on a été les seuls à présenter ça. Et ça les a séduits parce que en fait, vous leur avez parlé d'eux, quoi. On leur a parlé d'eux et on leur a apporté des solutions qui pouvaient être mises en place, que l'on a mis en place après. Donc je sais pas, on va checker peut-être après 2 ans pour voir si on améliore les scores, mais je pense qu'effectivement c'était peut-être ce qu'ils n'attendaient pas et ce qui a permis justement de créer l'envie de travailler avec nous. Et avant de terminer cet entretien, vous avez mentionné que vous avez été bâtonnier du Havre. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à prétendre à cette fonction ? Comment ça s'est fait ? Alors, sachant que dans les villes pas parisiennes, eh bien, je pense que c'est aussi une autre culture, etc. Mais si vous pouvez nous parler de cette expérience. C'est une autre culture. Bon, quand j'étais bâtonnier, donc c'était en 2000. On était une centaine d'avocats. Aujourd'hui, ils sont 150. Vous voyez le parcours. 87, 22, 2000, 100. Et aujourd'hui, ils sont 150 ou 180, je crois. Et donc, quand j'ai été bâtonnier, effectivement, c'est pas du tout le même. Il n'y a aucune comparaison avec le bâtonnat à Paris. Un bâtonnier en province, en tout cas moi à l'époque, il fait un peu tout. C'est-à-dire qu'il fait les ordonnances de taxes, il s'occupe des relations avec les magistrats. Il s'occupe de faire le reporting auprès des confrères de tout ce qui se passe avec la participation aux conférences de bâtonniers, conférences donc au niveau national, conférences régionales également des bâtonniers. Tout ce qui est budget, etc. L'intérêt, en fait, alors d'abord, c'est une reconnaissance de confrères. L'intérêt aussi, pour moi, c'était de voir un petit peu comment travaillaient les autres confrères. Ce que je n'imaginais pas, mais c'est vrai que ça a été un intérêt sur la découverte, ce qui peut paraître bizarre, mais la découverte de l'ensemble de la profession. Et puis, c'est aussi, à un moment donné, je pense, un engagement que l'on doit avoir vis-à-vis de ses confrères, que l'on soit en province ou à Paris, mais notamment de donner un peu de son temps par rapport à une profession qui vous apporte pas mal. Et ça, c'était quand même quelque chose qui, pour moi, a été très enrichissant par rapport au lien avec les confrères. On a des confrères qui sont en difficulté, il faut les soutenir, il faut les motiver. Par rapport aussi aux relations que l'on peut créer avec les magistrats. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai que les magistrats, encore aujourd'hui, sont très très sensibles à ce qualificatif
ordinale qui vous est consentie lors d'une élection, et même a posteriori. Et puis, ça vous donne un vrai plus au niveau de la déontologie, puisque moi, à l'époque, la déontologie et l'organe disciplinaire, c'était d'abord le bâtonnier. Et donc, on obtient une vraie culture déontologique qui paraît... qui peut paraître subsidiaire, mais qui est essentielle aujourd'hui. C'est ce que j'inculque. Je donne la même règle aux membres du cabinet que celle que je donne à mes enfants, qui est assez simple dans la vie, qui est celle de se dire, si vous avez un doute, il ne faut pas le faire. Et je crois que ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un doute... Oui, mais parfois, dans le doute, il y a juste la peur. Oui, mais pour moi, le doute, c'est l'absence de certitude. Et l'absence de certitude dans notre métier, elle est très dangereuse. Il faut, par rapport à la déontologie, par rapport à nos engagements, être certain de ce que l'on fait. Si on se pose la question, est-ce que je peux le faire ? C'est déjà qu'il y a un vrai problème. Et ensuite, à ce moment-là, on a soit les anciens bâtonniers, soit Disons que ça marche dans les dossiers, et à côté de ça, j'ai en face de moi un entrepreneur quand même, donc il y a forcément des choses que vous avez faites en ayant des doutes sur les issues. Moi, je suis un petit entrepreneur, sinon effectivement, j'aurais fait peut-être autre chose. Et c'est peut-être pour ça, effectivement, c'est cet adage que je m'applique, il génère peut-être trop de prudence. C'est ça en fait. Donc vous avez eu... Non, mais cela dit, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de votre développement et j'entends que votre développement a été très progressif et très... Voilà, que vous avez construit très progressivement votre activité avec avec des prises de risque, des prises de risque qui sont quand même assez minimales. Je sais pas, je me rends pas compte. Mais d'accord. Et autre question, vous avez dit que la profession vous avait apporté beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez que la profession vous a apporté ? Déjà, un mode de vie, parce que comme je disais, il faut réussir à avoir cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Bon, je ne l'ai pas eu pendant des années. Mais j'allais vous demander, c'était ma prochaine question, parce que vous avez beaucoup parlé de ça, et donc j'allais vous demander, vous, comment est-ce que vous créez cet équilibre ? Et donc moi, je ne l'ai pas eu parce que je suis parti dans un schéma où je voulais tout construire, et ça c'était la fougue de la jeunesse, et donc je me suis investi à 90%, voire plus, mais je ne regrette pas. Ça m'a permis d'essayer effectivement de m'assumer, de me construire par moi-même, de développer quelque chose d'important. Et ensuite, quand on a passé ce cap du développement qui est l'objectif premier, on cherche la pérennité. Et la pérennité, elle passe par la création d'un équilibre. Et c'est ce qu'on essaye, en fait, même si on n'a pas réussi à le faire pour soi, c'est ce qu'on essaye de mettre en place pour tout simplement avoir quelque chose qui dure avec ses associés, ses collaborateurs. Et ça me paraît important. Ensuite, ce qu'apporte la profession, c'est une formidable école des relations humaines. Parce que contrairement à beaucoup d'autres activités, je trouve que pour moi, un dossier, c'est d'abord de l'humain. Et ça, c'est essentiel. Et on crée beaucoup de relations avec nos clients, même si ça ne vient pas majoritairement des amis. Ça reste des relations où on a la création d'un lien qui est un peu particulier. Quand vous préparez quelqu'un, quand vous assistez quelqu'un, dans le cadre d'une défense, et notamment la défense pénale, c'est du long cours en matière industrielle. Il faut passer des heures avec la personne pour la préparer. La personne, on la soutient. Le côté dramatique aujourd'hui de notre système judiciaire, c'est que des gens vont vivre avec une incertitude. C'est cette épée de Damoclès qu'ils ont au-dessus de la tête dans l'attente de l'appréciation qui sera faite sur la situation qu'ils ont vécue et qu'on leur reproche. Et pour beaucoup, le point de savoir si leur innocence sera reconnue. Et moi, je me souviendrai toujours
d'un ancien directeur de la sécurité d'une usine qui a été envoyé devant le tribunal correctionnel à la suite d'un accident mortel, qui avait fait des campagnes militaires, chevalier de l'Ordre du Mérite, chevalier de la Légion d'honneur, et qui avait eu cette phrase que j'ai toujours en mémoire, qui est de dire, vous savez, j'ai plus peur de passer devant un juge que derrière un cheval. Et c'était un ancien cavalier. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le cheval, on va savoir qu'il peut avoir une réaction. Le juge, on espère qu'il va être dans l'objectivité, dans la compréhension d'un dossier, mais ça reste subjectif. Et la subjectivité, c'est vraiment l'aléa qu'un esprit cartésien, qui est celui qui correspond à un ingénieur, a du mal à intégrer. Et c'est toute cette partie effectivement intéressante de notre métier dans le domaine dans lequel on est, où il faut qu'on en arrive à faire comprendre à tous ces esprits cartésiens que la subjectivité fait partie de l'humain et qu'on est là effectivement pour faire en sorte que cette subjectivité permette d'appréhender une situation dans le sens qui est celui de notre vérité. C'est pas toujours la vérité, mais en tout cas c'est notre vérité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toute cette construction qui est une construction humaine, puisque ça se fait avec les gens qui vont vous entourer. Un dossier, c'est pas juste l'avocat qui le construit, c'est pas l'avocat qui le gagne, c'est toute une équipe. Et dans l'équipe, il y a le client. Et c'est ça qui est essentiel à mon sens. Comment est-ce que vous projetez votre exercice pour les années qui viennent ? Alors, justement, avec déjà l'application à moi-même de ce que je veux mettre en place et ce que j'ai pensé avoir mis en place pour mes collaborateurs et mes associés. Donc plus d'équilibre. Voilà, plus d'équilibre. Donc ça c'est un objectif. Deuxièmement, et ça c'est la chance que je peux avoir, c'est de pouvoir continuer à choisir mes dossiers. Et ça c'est important de pouvoir dire non. Parce que quand on est obligé de dire oui, et certains avocats sont obligés de dire oui, ne serait-ce que pour des raisons financières, c'est là où je considère que le métier pourrait devenir pesant. Et donc, tant qu'on a cet intérêt, cette envie d'aller au bureau parce qu'on sait qu'on va s'y épanouir, je dirais que c'est ça l'essentiel pour moi, c'est de continuer à avoir cet intérêt. Et cet intérêt, je l'ai grâce à mes clients en fait, parce que on a l'envie de poursuivre ce métier qu'à partir du moment où effectivement les clients vous permettent d'abord d'avoir des dossiers qui vous plaisent et ensuite d'avoir le temps de les travailler. Et ça, c'est aussi un point important qu'il faut que comprennent les clients, c'est qu'il faut qu'ils donnent à leurs avocats le temps de travailler leur dossier. Si on n'a pas le temps de les travailler, à ce moment-là, on rentre dans un schéma contraint et qui peut limiter l'épanouissement professionnel et également limiter l'efficience que l'on va vouloir obtenir dans un traitement de dossier. C'est des discussions que vous avez avec vos clients ? Oui. Oui, je leur explique. Et là, je vois encore hier un nouveau client. Donc, j'ai juste eu un échange téléphonique d'une directrice juridique d'un groupe important français qui me dit il faudrait nous faire un devis. Et je lui ai dit écoutez, je vais d'abord étudier votre dossier et ensuite je vais vous donner une fourchette et je vais vous expliquer pourquoi ça va être une fourchette. Et il faut leur expliquer. Et moi, j'essaye de donner à mes clients effectivement des appréciations sur la façon dont on va facturer. En matière sociale, on arrive à faire des devis. En matière risque industriel, c'est compliqué parce que on a des évolutions qu'on maîtrise pas, parce qu'on a des interlocuteurs qui sont multiples. Ça va passer des administrations comme l'ADREAL, l'inspection du travail, les CARSAT, en allant bien sûr avec les autorités judiciaires. Et donc on ne sait pas sur un dossier si tout le monde va s'y pencher ou pas, ou si on va avoir un seul interlocuteur judiciaire administratif. Donc là c'est assez compliqué. C'est des procédures trop aléatoires pour pouvoir prévoir. Oui. Mais c'est quelque chose qu'on évoque bien sûr. Donc vous avez évoqué une projection vers donc plus d'équilibre, donc plus de mer. Plus de mer, oui. Plus de bateaux. Plus de bateaux, ouais. Voilà. Non, ça fait partie effectivement,
mes aspirations. Donc j'espère que ça sera faisable. Ouais, de toujours garder cette possibilité de choisir vos clients pour être sûr de maintenir ce plaisir d'aller au travail. Ça, c'est le plus important. Ouais. Et c'est vrai que l'époque est pas facile, hein, puisque aujourd'hui, les clients sont dans des situations qui font que ils font attention à tout, et y compris dans leur budget conseil. Et quelle est votre dernière joie ? Votre dernière joie? La dernière joie, écoutez, ça va vous faire sourire. Il y a quelques semaines, un mois et demi, j'ai ma fille qui était en télétravail, qui m'a demandé de la ramener pour passer le week-end en Normandie. Et le matin, au petit déjeuner, elle avait perdu le goût et l'odorat. Et c'est d'avoir passé 15 jours à ses côtés, à m'occuper d'elle, sans avoir attrapé le virus que tout le monde connaît en ce moment. Donc ça, c'est une vraie joie. C'est vraiment personnel. Oui, mais c'est une joie qui se comprend, qui est très contextuelle et qui se comprend. Voilà. Et sinon, puis en plus, vous avez passé du temps avec votre fille. Voilà, et elle est toujours chez moi d'ailleurs, parce qu'elle est toujours en télétravail. Mais sinon, en fait, pour être plus sérieux, pour moi, c'est effectivement d'arriver... à être comme ça avec des proches, faire du bateau. Et ça, c'est des joies personnelles et professionnelles. Ma dernière joie professionnelle, en fait, ce sont des joies spot, mais ça va vous faire rigoler ce que je vais vous dire. Mais le moment où vous allez prendre un délibéré et où vous entendez le mot relax, c'est une joie indicible, extraordinaire, et à tel point que j'en ai appelé mon bateau comme cela. Ah oui, relax. Avec un nœud, oui. C'est vraiment une blague de juriste. Hein. Et c'est là où effectivement on voit que l'équilibre professionnel et personnel se rejoint, parce que c'est vraiment une joie, tant d'être sur mon bateau que d'entendre ce mot sur un délibéré. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Sous ma robe, à quel point de vue ? C'est la liberté est dans cette réponse. Donc en audience, donc sous ma robe, je suis essentiellement chemise, cravate. Toujours chemise cravate, pourquoi ? Alors que vous voyez là, je la porte pas. La cravate, effectivement. Vous portez votre chemise quand même. Non, mais je précise pour les auditeurs parce que je faudrait pas. Mais parce que c'est par respect. Et c'est un point d'ailleurs. Ça peut paraître complètement ahurissant, hein, mais c'est un point que je valide avec les clients que j'accompagne. C'est la tenue vestimentaire. La tenue. Ça me paraît essentiel. Parce qu'il ne faut pas avoir une tenue austère. Mais il faut avoir une tenue qui ne permette pas d'avoir un jugement dans quelque sens que ce soit d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Benoît pour cet échange.